vous savez ce qui m'étonne, ce qui me surprend littéralement, c'est que cette semaine, j'ai regardé littéralement, c'est pas encore fini, hein, il y a encore collision et all-in. Mais j'en suis déjà à presque 7 heures de catch de regarder sur un écran. Et 5 jours sur ring avec les élèves stagiaires de Brawl Spirit Wrestling. Et chaque jour, on a fait donc de lundi à vendredi au moins 5 à 6 heures sur le ring. Alors, pas juste du catch, aussi le travail des promos, questions-réponses, psychologie du business. Mais donc, si on fait le calcul, allez, on arrondit à 5 heures. 5 x 5, 25, plus 7 heures de catch, ouais, j'ai dû passer 32 heures, presque une semaine complète de boulot, dans le catch cette semaine. Et je ne suis pas gavé. Oh oui, bel esprit. Je m'étonne moi-même. Et je pense que je vais en étonner certains, dont un avec qui j'ai une petite discussion en commentaire, qui me disait que ma carrière était terminée. Trouver un gars qui passe plus de 30 heures d'une façon ou d'une autre impliqué dans le catch en France, si ça veut dire que ma carrière est terminée, amigo, je sais pas ce que t'as dans la tête. Oh oui. Un review, hashtag TLR Reviews, de SmackDown du 23 août 2024. Oh oui, c'est parti. En direct de Washington DC. Un show très spécial. Enfin, pas très spécial, mais en tout cas spécial, sûr et certain. Pourquoi ? Pour sa structure et surtout les matchs qu'on y a eu. On n'a eu qu'un seul match solo. Tous les autres, c'est-à-dire 3 matchs, si je dis pas de bêtises, étaient des matchs en équipe. Dans ce genre de situation, j'y reviendrai en conclusion, mais c'est très dur pour les talents de se dire « Waouh, je suis dans un match par équipe et il y en a encore 2 autres sur le show. Il va falloir vraiment se différencier. » Et là, dans un sens, respect aux catcheurs de WWE et aux producteurs parce qu'ils ont réussi à faire à ce que tous les matchs soient différents. Oh oui, bel esprit. Ce SmackDown commence par un Grayson Waller Effect, qui est ce talk show tenu par Grayson Waller avec Austin Theory derrière. On ne sait pas trop à quoi il a servi dans ce segment. Pour inviter le champion WWE Cody Rhodes, l'American Nightmare, et lui poser des questions sur son match avec Kevin Owens à Bash in Berlin la semaine prochaine. Et ce segment en fait a eu une double utilité, dans le sens que déjà, bien évidemment, il a servi à travers Grayson Waller à amener un peu plus de tension entre Cody Rhodes et Kevin Owens, semer le doute dans la tête de Cody Rhodes vis-à-vis du fait que Owens a très souvent dans le passé trahi ses amis ou ses partenaires en les attaquant et en pétant un câble, qui est un des côtés de la personnalité d'Owens qui est très pratique et que finalement j'aime pas mal. Parce que pour ceux qui ont été au stage cette semaine à Brawl Spirit, on a parlé de beaucoup de différents catcheurs, notamment des catcheurs avec qui j'ai eu des interactions dans le passé ou avec qui j'en ai encore. Et non, si je dois bien reconnaître une chose à Owens, comme si j'expliquais qu'au début il y avait eu du mal dans le roster NXT à l'accepter, parce que voilà, il venait des Indies et direct il a été poussé au sommet, alors qu'au Performance Center on avait des mecs qui étaient là depuis 2-3 ans, qui étaient bien meilleurs que lui sur pas mal de niveaux. En fait eux ils étaient même pas encore à la télé, donc comme je l'ai souvent dit, de toute façon plein de personnes l'ont dit, ce changement dans la psychologie du territoire de développement qui était NXT à la WWE quand Finn Balor, Kevin Owens et Kenta sont arrivés, c'est-à-dire que même si vous avez pris aucune chute au Performance Center, vous allez être direct à la télé si vous avez un nom sur les Indies. Ça a eu du mal à passer auprès de beaucoup de mecs et de meufs qui étaient au Performance Center. Mais maintenant, franchement, bon, ça va. Je redis, après 10 ans au top de la WWE, et surtout, ce que je respecte vraiment chez Owens, c'est le fait qu'il mette son corps en jeu dans tous ses matchs au final. Ne serait-ce que la Swanton de la 3e corde. Ça, et je le redis, beaucoup des stagiaires s'en sont rendus compte cette semaine à la Brawl Spirit.
le catch, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et alors, une Swanton de la troisième corde, je ne vous dis pas dans quel état doit être le bas du dos d'Owens. Respect à lui. Respect à lui pour le faire et surtout le faire continuellement toutes les semaines depuis presque 10 ans maintenant. Et, donc, ouais, dans ce segment, Grayson Waller, pas Austin Theory, Grayson Waller sème le doute dans la tête de Cody Rhodes. C'est pas mal, c'est franchement bien parce que ça donne quelque chose d'un peu plus profond à la feud. Parce que là, c'était vraiment plat, faut pas se voiler la face. Le seul truc dommage, c'est que on n'a qu'une semaine pour reconstruire la feud au final. Et donc, suite à ça, je trouve, c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus, qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps, parce que ça aurait pu faire quelque chose de vraiment pas mal, de teaser. Est-ce que Kevin Owens va faire son turn sur Cody Rhodes ou pas? C'était pas mal. Ça aurait été pas mal. Maintenant, aussi double fonction de ce segment, à travers Cody Rhodes, d'amener petit à petit la rupture entre Grayson Waller et Austin Theory. D'ailleurs, en parlant d'Austin Theory, j'ai pas compris à quoi il a servi dans ce segment. Le mec, il faisait que montrer ses muscles derrière Grayson Waller. Alors, je comprends que c'est pour montrer le contraste qui se dessine de plus en plus entre les deux, d'accord. Mais d'un autre côté, maintenant, je me pose sincèrement la question, est-ce que, Austin Theory, vraisemblablement, ça va être le babyface qui va sortir de cette rupture, de ce break-up. Et Grayson Waller, le heel. Là, aucun souci là-dessus. Grayson Waller est très bon au micro. Mais maintenant, vu que Austin Theory semble aller vers la direction du babyface, je me pose la question, et surtout le fait voir son inutilité dans ce segment, est-ce que c'est parce que Grayson Waller est meilleur que lui au micro? Parce que même Austin Theory, je l'ai vu à l'œuvre, mais pas tant que ça en fait. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est pas si bon que ça au micro, ou alors que toute la hype qu'il avait sous le régime Vince McMahon, et maintenant elle est en train de tomber parce que le management soit ne voit pas autant de qualité en lui que Vince à l'époque, ou alors tout simplement il n'est pas si bon que ça. Alors oui, il fait des super prises, ok cool, il fait de belles roulades et de beaux dropkicks, pas de problème là-dessus, mais il en faut un peu plus pour mousser la WWE. Hein. Donc à voir, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Mais donc voilà, ce segment était double. Il a rempli le job. Moi, j'aime bien ce genre de segment, les talk shows. Et d'ailleurs, je me disais, l'autre fois, je regardais la EW, je me disais, tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un talk show sur un des shows, parce que ça permet quand même de faire avancer les storylines in-ring, donc en direct devant les fans, et de créer une énergie dans la salle différente d'un match, mais qui se termine très souvent en baston entre les invités, ou même en baston général. Donc, ouais, je sais pas s'il y en a à la EW, dites-le moi dans les commentaires, même si c'est une review WWE, et qu'il faut surtout pas, j'ai presque envie de dire qu'on aime les deux. et donc voilà, donc bref, c'était un bon petit début de match qui, contrairement au lieu de commencer par une promo in-ring simple, commence par un petit segment comme ça, un talk show, bel esprit, et puis surtout le cadre était très joli, très bien monté avec les palmiers et tout. Oh oui, bel esprit. Alors, suite à ça, a lieu le premier match, mais le seul singles match du show. C'est pour ça que ce show était spécial, parce qu'il n'y avait qu'un seul singles match. Et les 3 autres matchs, c'est des matchs par équipe. Je vous redis, c'est une structure quand même vraiment qui m'a laissé perplexe, pour ne pas dire intrigué. Oui. Pour savoir comment en fait ils en arrivent à prendre ce genre de décision au niveau du booking. Est-ce que c'est mode, il n'y a personne qui dit ouais Monsieur Triple H, ça fait quand même 3 matchs par équipe, c'est pas un peu lourd pour un SmackDown? À voir. Je suis très curieux, voilà, c'est un des aspects du biz par contre, oui, que je n'ai jamais vraiment expérimenté, c'est les réunions de production, réunions de production d'un show télévisé à WWE. Et donc, allez, encore une fois, instant anecdote, ça je vous dis franchement, enfin moi en tout cas à mon époque, même à NXT, c'était un gros BOR-DEL. Des fois on arrivait, par exemple au tapings d'NXT, combien de fois c'est arrivé, notamment à mon pauvre ami Marcus Louis. On arrive à 2h de l'après-midi, enfin non, nous, à la base on arrivait à midi, hein, mais à 2h d'après-midi, ils sortent de la première réunion de production et ils disent à Marcus, moi ça m'est jamais arrivé, mais à Marcus ils arrivent et lui disent, tiens ce soir tu fais ça. Sous-entendu presque, tu redébutes officiellement sous ton personnage de taré avec le crâne rasé contre, c'était contre qui? Neville, ouais c'est ça, Neville. Ce soir tu débutes contre Neville. Et après donc, à 2h de l'après-midi. Deuxième réunion de production limite en urgence. Vers les coups de 3h30, 4h. À 4h30 ils en sortent, alors que les tapings commencent à 6h, hein, donc 1h30 avant. Hein. Et alors là, l'un des producteurs, je crois que c'est Terry Taylor, vient voir Marcus et il fait « Ouais, désolé mec, ton segment a été annulé, ils ont filé le match à Kevin Owens. »
à 1h30 du show. Donc c'est pour vous dire des fois comment ça marche, la télé c'est un truc de ouf à la WWE. Et encore une fois, c'est ce que la plupart des gars qui critiquent ou qui veulent faire les experts sur internet comprennent pas parce qu'ils n'y ont jamais été. Ridicule. Bon bref, et donc US Championship match entre Louis Albert Chevalier, LA Knight, et Santos Escobar. Saint Escobar, bon je sais pas Escobar, je pense pas que ça se traduise en espagnol. Donc, le pire dans ce match, c'est que c'est le seul match solo du show et ça commence dans ce qu'on appelle en catch et dans le business un jump start. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le son de la cloche qui est déjà, il y a de la physicalité, il y a du combat. Et c'est Legado del Fantasma, l'héritage du fantôme, qui attaque Louis Albert Chevalier. Et le match commence à 300 à l'heure. Donc c'est bien pour commencer rapidement. LA Knight super over avec la foule, ça change pas et je kiffe parce qu'en fait la foule est impliquée dans tout ce qu'il fait et chaque fois qu'il fait un truc c'est yeah et il sait jouer là-dessus, bel esprit. Ça va, franchement, bon petit match. Santos était bien détesté, il y a eu pas mal de chants you suck, donc ça aussi, bel esprit. Ça passe parce que là ça va et vu que c'était pas trop technique, le match était simple, il n'y a rien eu de compliqué, mais comme les deux étaient bien over, LA Knight en babyface, Santos Escobar en heel, il n'y a pas besoin de faire 300 000 trucs compliqués. Et certains vont dire, oui, mais alors c'est de la paresse. Non, c'est juste de l'intelligence au final. C'est comme, vu que vous connectez avec la foule, parce que le but du catch, et ça, alors ça c'est un des messages que j'ai réussi à faire passer à tous les stagiaires, et c'était magnifique. Magnifique de voir des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, voire certains qui commençaient, ou qui recommençaient le catch après avoir fait un stage il y a plusieurs années, capter le storytelling et comprendre comment justifier tout ce qu'on fait dans le ring, ce qui est essentiel. Et un des trucs aussi essentiels en catch, c'est de connecter avec la foule et de construire cette connexion émotionnelle avec la foule. Je le redirai toujours, mais je m'en fous. Enfin, je le dis déjà dans toutes mes vidéos, mais je continuerai à le dire parce que c'est le but de la chaîne au final, c'est de vous montrer la perspective d'un vrai pro. Et quand je dis pro, c'est surtout un mec qui fait ça à haut niveau depuis 20 ans. Et donc, un des buts donc, du catch, c'est de construire une connexion émotionnelle avec la foule, ce qui est au final le but de n'importe quel spectacle public. Si vous faites votre truc et que le public s'en fout, c'est que vous faites mal votre job ou vous faites mal votre activité. Alors, dans un sens, c'est vrai que les compétitions sportives, le but, c'est pas trop de construire cette connexion émotionnelle avec la foule. C'est le but, par exemple, d'un match de foot, c'est de gagner le match. Mais d'un autre côté, si la foule n'est pas impliquée émotionnellement dans ce que vous faites, les stades vont être vides et donc il ne va plus y avoir d'argent qui rentre et donc au final, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, pour un truc qui est vraiment spectacle, donc comme le catch, ou la chanson, ou le stand-up comedy, comment tu dis ça en français? Tu dis les humoristes, voilà, les humoristes sur scène. S'il n'y a pas cette connexion avec la foule, vous allez vite faire des salles vides et vous allez vite arrêter ce que vous faites, croyez-moi. Donc, tout ça pour dire, peut-être le premier de la vidéo, oh oui, tout ça pour dire. Ça y est, maintenant j'ai pris le réflexe et je le dis tout le temps, mais bel esprit, c'est franchement une belle phrase, une belle catchphrase. Et peut-être qu'il y aura un jour le tout ça pour dire podcast. Donc, tout ça pour dire, cette connexion, il faut la construire. Et si vous l'avez, c'est gagné. À l'inverse, certains sont tellement concentrés sur le genre de catch, et quand je dis certains, peut-être pas forcément la WWE, mais ça arrive dans d'autres fédés, notamment le catch indie, certains sont tellement concentrés sur le genre de catch qu'ils veulent faire, le genre de prise qu'ils veulent faire, au détriment de se concentrer sur ce que veut voir la foule, ou comment la foule réagit à ce qu'ils font, qu'on appelle, comme on dit dans le business, ces gens-là catch pour eux-mêmes, ils catchent pas pour la foule. Et ça, c'est un carton orange, voire rouge, parce que vous catchez pour le public, vous catchez pas pour vous. Si vous voulez faire juste des prises que vous voulez faire et que, aux limites, dans un sens, vous en foutez de ce que veut le public, allez faire ça dans une salle vide, allez faire ça à l'entraînement ou allez faire de la gymnastique. Je vous redis, le catch, il faut construire cette connexion avec la foule, chose que LA Knight et Santos Escobar ont très bien fait, depuis des mois, voire des années qu'ils sont à la WWE, mais notamment dans ce match, et donc ils ont fait un match très simple, il n'y avait pas une énorme prise de risque, mais la foule était ultra contente à la fin du match, victoire de LA Knight, et il conserve son titre américain. Après il y a une petite altercation avec Legado del Fantasma dans les vestiaires avec Baron Corbin qui déborde de charisme, #ironie, et Apollo Crews. Mais donc encore une fois, tout ça pour dire, il faut construire cette connexion avec la foule, parce qu'une fois que vous l'avez, votre carrière va décoller direct. Parce que quand bien même vous êtes mal utilisé, quand bien même vous n'êtes pas souvent à la télé, si dès que la foule vous voit, la foule réagit, les producteurs, les dirigeants, les officiels, s'ils sont intelligents et qui savent lire le business, vont dire « Hey, la foule a réagi à ce mec-là ou à cette meuf. Il faut qu'on le mette plus à la télé. » Et c'est gagné. Mais pour ça, il faut construire cette connexion avec la foule. Et de mon expérience, je m'étais rendu compte qu'au micro, c'est quand même beaucoup plus profond et beaucoup plus
fort cette connexion avec la foule que si c'est juste à travers votre catch. Et qui avait été le paradoxe, on va dire, de ma carrière à la WWE où je voulais catcher, mais quand j'ai commencé à catcher, je me suis rendu compte, quand j'avais le micro, je connectais beaucoup plus avec la foule. On en parlera dans une hashtag TLR Stories qui arrive très bientôt. Oh oui, oh oui. Suite à ce match, nous avons, alors j'ai noté un petit segment barbershop promo avec une promo chez son coiffeur, je crois, qui a l'air d'être son quartier général à Carmelo Hayes. Pourquoi j'ai noté cette promo? C'était assez basique, ça annonce que la semaine prochaine ils vont encore se réaffronter avec Andrade. Ils n'ont pas encore dit best out of 5 or 7 series, mais peut-être ils vont le faire. Ou alors ils vont faire peut-être un Ironman match, qui sait, entre les deux. Un Ironman match d'une demi-heure pour savoir qui a le plus de chutes en un seul match. Ça pourrait être très intéressant aussi. C'est 1 heure, ça serait dur quand même entre les deux. Surtout que SmackDown, la preuve avec ce show, c'est chaud de placer tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont fait énormément de matchs par équipe. Mais donc un Ironman match entre les deux, ça pourrait le faire, franchement. Ça pourrait vraiment le faire. Pourquoi j'ai noté cette promo? La vôtre. C'est parce que dedans, Carmelo Hayes dit une phrase très importante en catch. Et même si ça rentre dans la storyline, c'est aussi un petit clin d'œil à comment marche le catch backstage. Et ça, je m'en sers pour, par exemple, le dire à des éventuels futurs stagiaires, voire des catcheurs qui regardent cette vidéo, ou les participants à mon prochain entraînement la semaine prochaine à la TPW à Marseille, samedi et dimanche. Normalement, les infos seront disponibles sur l'Instagram, le mien, ou l'Instagram de la Tigers Pro Wrestling. C'est le dernier entraînement du Summer Camp de la Tigers Pro Wrestling à Marseille. Donc, soyez là, oh oui, oui. Et donc, en fait, Carmelo Hayes dit dans cette promo, « You're only as good as your last match ». Et ça, c'est la base en catch. Peu importe ce que vous avez fait dans votre carrière, si votre dernier match est pourri, c'est ce qui va presque définir votre carrière. Il faut jamais, déjà, il faut jamais avoir de mauvais matchs, ça c'est la base, mais jamais partir sur une mauvaise note. Et ça, c'est un truc qu'on disait souvent, mais tout, entre catcheurs, au Performance Center, you're only as good as your last match. Tu peux avoir eu 5 super matchs d'affilée, si ton 6e pue, ça va faire tâche. Et il va vite falloir l'effacer. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un truc que je n'ai pas noté, mais il va falloir que j'en parle. Pas dans le segment suivant, mais dans le segment qui suit le segment suivant. Et le segment suivant, donc, est un 6-woman tag match entre Alba Fire, Isla Dawn et Blair Davenport, les 3 anglaises, une est nouvelle-zélandaise dans les storylines, et Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. Alors, bon, je commence à en avoir déjà plein le yonf de Cargill, en fait. Cette meuf, c'est qu'une entrée, en fait. C'est qu'une entrée et un physique, c'est tout. Et bon, c'est pas ça le catch. Bon, bref. En tout cas, en parlant de Cargill et Naomi peuvent vraiment dire un grand, gigantesque merci à Bianca Belair, qui a fait quasiment tout le match. Quand je dis tout le match, c'est tout le match. Elle a fait le début du match, elle s'est fait défoncer tout le long du match, et elle passe le relais à Cargill, qui vient juste faire le ménage et la réaction finale. Ouais, toujours pas convaincu par Cargill, parce que, ok, c'est... J'allais dire, c'est facile de rentrer sur le hot tag et de faire plein de grosses prises sur les gens, surtout les gens te chutent pour toi, et après de se la péter en flexant devant la caméra et en faisant bon. Il faut vraiment, je suis curieux d'en voir plus d'elle, mais j'ai l'impression malheureusement qu'on va pas en voir plus d'elle, parce qu'elle doit être tellement limitée dans le ring qu'ils font tout pour la protéger, et surtout pour protéger, mais dans un sens aussi, donc justifier le salaire qu'ils doivent la payer. Parce que j'ai noté, je sais pas combien elle est payée, je sais pas de combien est son salaire, mais j'espère que c'est pas tant que ça. Parce que si cette meuf fait plus que certaines catcheuses régulières d'NXT qui ont un méga niveau de ouf, c'est littéralement du vol. Et c'est pas mérité du tout. C'est pas parce que meuf t'as fait de la muscu, t'as un gros physique que ça y est, tu mérites d'être payé super cher dans du catch. Ça reste du catch. Si t'es pourri en catch, ton salaire doit être adapté au niveau de ton talent. Moi, c'est ma mentalité. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Tout ça pour dire. Donc je suis très curieux de savoir le salaire de Jade Cargill. Parce que justement, en fait, pour faire simple, quand vous signez un contrat à la WWE, si le contrat est très élevé, techniquement la WWE ne peut pas revenir sur le contrat. Le contrat est signé, vous êtes tenu. Donc, sortant de la AEW comme elle était à l'époque, et avec toute la hype qu'elle avait derrière elle, est-ce qu'elle a réussi à moyenner un contrat très juteux, peut-être un demi-million de dollars dans l'année, peut-être? Et seulement la WWE, maintenant, ils sont piégés, ils font « Waouh, on est tenu de la payer autant, il faut qu'on rentabilise. Il faut qu'on la mette à l'écran, il faut qu'on la mette en avant, même si elle est pourrie. »
il faut qu'on la protège. Et donc, ils l'ont mis dans une équipe avec Bianca Belair qui fait tout le boulot et qui protège l'incapacité ou le manque de talent ou le manque de passion aussi. Parce que franchement, je regarde sur Instagram, il n'y a quasiment rien de catch sur l'Instagram de Jade Cargill, qui encore une fois, pour moi, est un carton orange. Mais bon, c'est parce que je suis quelqu'un de passionné. Et de passionné, de professionnel, et que voilà, je suis perfectionniste. Et donc, bref, tout ça pour dire, vu que si elle a signé ce gros contrat, c'est pour ça qu'il la book comme ça. Et ça, je trouve ça. Enfin, bref, c'est le business, c'est la WWE, ça marche comme ça. Bon. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on verra jamais sur les indies. Et c'est pour ça que, comme je disais hier aux stagiaires, pour aller à la WWE, il y a un des stagiaires qui m'a posé la question quelle est une ou la plus grande qualité à avoir pour avoir la meilleure carrière possible à la WWE. Et alors, moi, je lui dis laisse ton ego à l'entrée. Laisse ton ego à l'entrée. Ça veut dire faut pas avoir d'ego. Parce que si tu as un ego, ne serait-ce que professionnel ou même personnel, tu vas vite te rendre compte qu'à la WWE, c'est pas forcément le plus talentueux qui est récompensé, primo. Et je lui ai pas dit, d'ailleurs, j'ai oublié, mais mec, si tu regardes, je crois que c'est Joachim, si tu regardes cette review, j'aurais pu aussi te dire une phrase que nous avait dit William Regal, qui était quand Bryan Danielson avait demandé à William Regal si c'était le moment pour lui de signer à la WWE, parce que les deux sont très proches. William Regal lui avait dit, grosso modo, écoute Bryan, et parce qu'il nous avait raconté, William Regal, la mentalité entre guillemets à avoir, qui est Bryan, viens uniquement à la WWE quand ta carrière dans le catch est terminée. Voilà. Parce que, en fait, bon, oui, c'est du catch à la WWE, mais il y a tellement de choses qui se passent dans les vestiaires et tellement en tout cas, sous l'ère Vince, maintenant, sous l'ère Triple H, c'est sûrement forcément différent, même si ça reste la WWE. Et en fait, c'est une multinationale cotée en bourse. Il y a tellement qui se passe dans les vestiaires, dans les bureaux, dans l'office, que c'est pas juste du catch. Et donc, la WWE, il faut y aller quand on a terminé sa carrière dans le catch et qu'on est prêt à vraiment faire partie d'une multinationale cotée en bourse qui brasse des milliards et des milliards de dollars chaque année. Encore plus avec le deal Netflix. Ça aussi, ça va complètement changer le business, je vous l'annonce. Je ne sais pas si les fans s'en rendent compte, mais de la part d'un insider, c'est un truc phénoménal. Parce que l'audience que vous allez avoir sur Netflix, ça va complètement décupler la popularité de tous les catcheurs. Et forcément, la WWE va vouloir non seulement uniformiser le tout, parce que c'est de la peau qui tombe de la barbe. Parce que vous savez que mon visage n'a pas vu la lumière du jour depuis plus de 10 ans maintenant. Donc la peau est un peu sèche en dessous des fois. Et c'est dur d'hydrater une peau sous une barbe, hein, surtout une barbe comme la mienne. Oh oui, oh oui. Petit aparté. Mais ouais, donc la WWE va forcément, déjà ils ont commencé à adapter les contrats des catcheurs financièrement là-dessus. Mais ouais, ça va complètement changer le business. Bref, on part dans toutes les directions, mais c'est comme ça avec Tom Larifa, parce que je connais assez bien quand même le business. Donc dans ce match par équipe, pareil, Naomi, bien mais sans plus. On n'a pas vu grand chose d'elle. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas trop envie? Est-ce que c'est parce qu'elle est blessée? Ou parce que là, elle aussi, dans un sens, elle est assez limitée? Parce que dans le dernier match, elle ne m'avait pas impressionné la semaine dernière contre Blair Davenport. Pareil, là aussi, c'est à voir. Donc je redis, Bianca Belair est vraiment la star de l'équipe. Elle fait tout, elle est athlétique, elle a du charisme, bel esprit. Victoire des Babyface. Alors bon, j'ai quasiment pas mentionné les heels parce qu'au final, là c'est un bel exemple qu'en fait les heels, très souvent dans le business, sont juste là pour faire briller les babyface. C'est rare d'avoir un heel vraiment mis en avant parce qu'un heel, s'il est vraiment mis en avant, c'est plus un heel, il commence à trop mousser et d'une façon ou d'une autre, la foule va commencer à un peu le kiffer. Moi, je me sers toujours d'exemples de cinéma. Par exemple, pour moi, un bon heel dans le ciné, j'aime vraiment. Alors, pas spécialement, genre je vais m'habiller comme lui, mais dans la construction du personnage. Voldemort, même s'il ne faut pas dire son nom, dans Harry Potter. Parce qu'il n'y a rien qu'on aime chez lui. Alors il y en a quand même qui vont dire oui, j'aime bien Serpentard, Voldemort et les. Comment s'appellent son gang de méchants. J'ai oublié. Bon, enfin, bref. Mais bon, même visuellement, dans l'histoire, il n'y a rien qu'on ne peut pas aimer Voldemort. Certes, il est mis en avant, mais très peu, on le voit très rarement. Et à la fin, donc, dans ce sens, il se fait défoncer. Un heal en catch, c'est là pour faire briller le babyface. Point barre. Encore plus sur les indies. Hein. Ça, c'est un truc à la WS que j'avais appris. Ça faisait, entre guillemets, assez mal. Mais notamment à l'ego. Mais c'est comme ça, c'est le job. Et donc, tout ça pour dire, les Anglaises, dans ce match, elles ont quasiment été absentes. Par contre, là où le connaisseur va vous le dire, c'est que excellente psychologie par équipe des 3 Anglaises. Enfin, des 3 îles. Parce qu'on voit, il y en a une qui est nouvelle-zélandaise, alors qu'en fait, elle est anglaise, apparemment. De ce qu'on m'a dit dans les commentaires.
D'ailleurs, bel esprit les commentaires, hein, je vous redis toujours, hein, j'aime beaucoup la communauté, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dans les commentaires. S'il vous plaît, continuez. Continuez aussi à balancer vos analyses, je les lis, vous voyez, des fois maintenant je réponds de plus en plus quand l'analyse est bien construite, ça engage des fois des discussions. Et continuez également à poser des questions. Ça aussi, c'est important, s'il vous plaît. Thank you very much. Parce que j'ai presque plus de questions à répondre. Donc, tout ça pour dire, très bonne psychologie des Hills qui ont vraiment bien coupé le ring en deux quand ils défonçaient Bianca, lui qui a fait tout le boulot. Donc ça, très bel esprit. Oh oui, oh oui. S'ensuit, alors, une promo de Solo Sikoa. Alors, c'est cool de voir Jacob Fatu continuer à vendre sa blessure à la jambe avec la botte. Ça, bel esprit, ça rentre dans la psychologie. Bon, même si la blessure, attention, elle n'était pas réelle, là c'était entre guillemets qui est faible, c'est dans les histoires. Mais en attendant, sa botte lui permet de continuer à vendre, bel esprit. Arrivé dans la promo, grosso modo, Solo Sikoa retire la ceinture à Jacob Fatu pour la donner à Tanga Loa. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tanga Loa commence à se manger des chants You can't wrestle. Le truc embêtant là-dedans, c'est que voilà, donc ça commence à mousser sur internet qu'il a fait pas mal de fuck-up, qu'il a pas mal de loupés depuis qu'il a recommencé à la WWE. Et après, ils ont sorti des vidéos de la New Japan où il ratait des prises. Ça aussi, c'est les mecs, ils ont que ça à glander. Quand ils sont allés fouiller dans tous les matchs du gars, que le mec, il en a eu des milliers de matchs. Ils ont pris trois prises qu'il a loupées, ce qui arrive à tout le monde, littéralement tout le monde. Et ils en ont fait des clips en disant, regardez, il s'est pas catché. Moi, c'est le genre de truc, voilà, c'est pareil, c'est les petites merdes d'internet qui sont là à se la péter. Oh, regarde, il s'est pas catché. Frérot, viens monter sur un ring. Viens prendre des chutes, viens courir dans les cordes, viens faire ce que tous les stagiaires ont fait cette semaine avec moi à Brawl Spirit. Et là, je leur ai tous dit, bravo les gars, vous avez géré. Parce qu'à la fin, on a terminé avec du physique. Ils ont fait 7, enfin, ils n'ont pas réussi à tenir. Mais avec eux, j'ai fait 7 minutes de planche. Hein. Vous savez, le truc sur les abdos ou sur les bras. Et je l'ai fait avec eux pour leur montrer, yo les frérots, 40 ans, je vous fais 7 minutes de planche, je transpire à peine. La fin des 7 minutes est sur mon Instagram dans les stories. Vous pouvez aller voir, je ne mens pas, je ne mens. J'allais dire à jamais, en tout cas très rarement. Et donc Tanga Loa, maintenant qui commence apparemment à se manger ces champs-là de la part de WWE Universe, ça va lui demander, je pense, des semaines et des semaines de performance dans le ring, sans aucun loupé et même de performance de très haute qualité, pour se débarrasser très rapidement de ces champs. Parce que si ces champs prennent, bon, ça ne va pas foutre en l'air sa carrière. Non, parce que l'office, je pense qu'ils connaissent l'étendue de son talent et de son pédigré aussi. C'est quand même le fils d'une des plus grandes légendes du catch. Mais voilà, c'est le genre de truc, quand ça commence avec la foule, c'est le stigma qu'on vous colle. C'est dur de s'en débarrasser, donc ça va lui demander vraiment des bouchées doubles dans son catch. Mais c'est le challenge, c'est la beauté du business. Quand on veut, on peut. Oh oui, oh oui. Et donc, Solo Sikoa retire la ceinture de champion par équipe d'autour du cou de Jacob Fatu pour la donner à Tanga Loa pour qu'il reforme son équipe avec son frère, demi-frère je crois que c'est le fils adoptif d'Aku Tama Tonga. Et il me semble, hein, il m'avait semblé lire ça. Et donc les Guerrillas of Destiny, même s'ils n'ont pas vraiment mentionné le nom je crois dans les commentaires, Corey Graves et Wade Barrett. Mais voilà, donc maintenant c'est eux les champions par équipe. Alors je sais pas trop si c'est légal, j'ai pas trop vu Nicolas Aldis se ramener pour dire que c'était avalisé ou pas. Mais non, c'est comme ça. Et donc Jacob Fatu est vraiment le bras droit maintenant, le garde du corps de Solo Sikoa. Suite à cela, arrivent les Street Profits. Et là, j'ai dit, oh wow, B-Fab sert enfin à quelque chose. Elle fait une promo, elle dit 2 phrases. Yo les gars, je vous le dis tout de suite, bon, je vais pas me transformer en meuf, hein, je vais pas m'identifier en meuf, je vais pas me laisser pousser les cheveux longs rouges comme ça. Mais en attendant, je veux bien son boulot. Je veux bien le boulot de B-Fab. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique parce que j'imagine quand même, elle a un salaire de meuf sur la route. Donc facilement à 6 chiffres sur l'année. Elle prend pas de chute. Elle fait quasiment rien. Bon, enfin bref, j'allais dire, oui, à la base, c'est le spot que j'avais quand j'étais manager, alors pourquoi je me plains? C'est vrai. Mais bon. Donc bref, B-Fab arrive et ça enclenche sur le match entre Tama Tonga et Tanga Loa, les Guerrillas of Destiny, mais aussi la Bloodline, contre les Street Profits pour le titre de champion par équipe. Avant cela, on a un segment backstage, je l'ai noté, je vais vous dire pourquoi, de LA Knight qui quitte la salle de show, l'arena, et où il annonce qu'il va avoir un Open Challenge pour le US Championship la semaine prochaine à Bash in Berlin. Alors, ça c'est très intéressant parce que qui ça va être selon vous?
Dites-le moi dans les commentaires qui vous pensez va step up to the plate pour affronter L.A. Knight, Louis Albert Chevalier, à Bash in Berlin. Alors moi, mon idée, je vais vous la dire, mais d'abord, on va éventuellement, est-ce que ça serait, j'allais dire Marcel Bartel, non, Louis Empereur, Louis César, Kaiser, on m'a dit que c'était la prononciation de César en allemand, peut-être, mais moi je pense plutôt pour Giovanni Vinci. Je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. Même si, attendez, je dis pas de bêtises, Giovanni il annonce à Raw ou SmackDown, il me semble à SmackDown. Et là, j'ai pas eu de vignette de lui. Mais en attendant, je pense que ça serait un bon début pour lui. De débuter à Bash in Berlin, dire quelques phrases en italien et en allemand, en Europe, et d'affronter Louis-Albert Chevalier. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez va venir dans l'Open Challenge pour LA Knight et le titre américain. On enchaîne direct donc avec le match entre les JOD Tangaloa contre les Street Profits. Bon, j'ai marqué, franchement, très bon match. Très bonne dynamique, il y a beaucoup d'action. Il y a une belle psychologie tag team avec des relais souvent. Surtout les Street Profits en équipe, ils sont franchement très bons. Parce qu'ils font beaucoup d'interactions en équipe et de mouvements en équipe. Et ça, respect les gars. Bon, respect Montesfort, comme je le dis toujours, Montesfort c'est une star. Et même Angelo Dawkins, même au micro, le mec, il est sorti de sa carapace parce que croyez-moi, c'est tout début à NXT il y a 10 ans, c'était très. Bon, je vais pas refaire le cut, hein. Très dur d'avoir une vraie bonne promo d'Angelo Dawkins. Et là, franchement, bel esprit. Il a cette vibe un peu de LeBron James, même si, comme dirait Orton, F-U-C-K, LeBron James. Et donc, ouais, franchement, très bon match, très bonne psychologie en équipe de la part des deux équipes d'ailleurs. Et franchement, bon, je vous expliquerai en conclusion pourquoi ce show était spécial. Mais en attendant, bel esprit. J'aime l'intensité, victoire de la Bloodline, des JOD qui conservent les titres de champion par équipe. Grosse intensité de Solo Sikoa. Franchement, j'aime de plus en plus et il commence vraiment à se trouver en heel et en heel intense à moitié taré. Bel esprit. Parce que si vous avez cette vibe de taré dans votre répertoire d'émotions, souvenez-vous les amis, les différentes couches dans votre personnage. S'il y a une de ces couches, c'est la folie, l'agressivité, l'explosivité émotionnelle, c'est gagné. Parce que si vous allez piocher dans ce tiroir, dans cette couche, vous pouvez devenir vraiment sérieux, crédible et une menace à la WWE ou dans le catch. Et franchement, bel esprit. J'aime de plus en plus Solo Sikoa. Il sort vraiment de sa shell, de sa carapace et il est en train de devenir un des plus gros noms actuels du roster WWE. Grosse hit de la foule aussi. Toujours pas, non oui, pas de Roman Reigns cette semaine, bon peut-être agenda allégé et surtout il vend la blessure de la semaine dernière. Donc ça ne fait que anticiper son grand retour, alors même s'il l'a déjà effectué. Est-ce qu'on va le voir la semaine prochaine? Est-ce qu'il sera là à Berlin? Ça m'étonnerait qu'il fasse le voyage. Donc je pense qu'ils vont teaser encore... en fait, alors j'allais dire ils vont teaser encore quelques semaines avant qu'on le revoie, mais dans ces cas-là, alors ça servait à quoi de le faire revenir? C'est intéressant. Ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec Roman Reigns dans les prochains mois. Ouais. Est-ce qu'ils vont le faire juste catcher à Survivor Series? Mais Survivor Series, les amis, c'est en novembre. Ça nous laisse 3-4 mois. Ça va être chaud d'entretenir la hype et surtout l'envie de la foule et surtout l'excitation de la foule pour entretenir le bandwagon, le train Roman Reigns. Ouais. Segment backstage, après ça, je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai noté. Entre Nia, Jax, Tiffany Stratton, les deux Anglais, Chelsea Green et Piper Niven, je crois. Viper, c'était sur le catch européen. D'ailleurs, elle avait catché à la WS il y a 10-12 ans. Viper. Ouais, je me souviens, on l'avait booké, que j'avais pris le billet d'avion. Ouais, elle était cool. J'aurais jamais deviné qu'elle aurait été à la WWE à l'époque, mais en tout cas, bel esprit à toi, meuf. Alors, respect total, et la meuf y est encore. Bel esprit. Oh oui. Bravo, meuf. Alors, pourquoi j'ai noté ce segment? Franchement, grosse personnalité de Chelsea Green. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus. Et elle devrait être mise beaucoup plus en avant. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Est-ce qu'ils la prennent pas au sérieux? Est-ce qu'elle a eu trop de blessures? Est-ce que... Je sais pas. Moi, dites-moi s'il vous plaît ce que vous en dites, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve que Chelsea Green, franchement, chaque fois que je la vois, j'ai pas envie de changer de chaîne. Déjà parce qu'elle est très mignonne, elle a les formes là où il faut. Mais il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Peut-être pas à Ludwig Kaiser, mais en attendant à César. Et franchement, Chelsea Green est une femme
visuellement magnifique, qui a une très forte personnalité. Dans le ring, elle fait le job. Elle n'est peut-être pas exceptionnelle, mais en tout cas, elle fait le job. Et moi, je dis, oh oui, bel esprit, je veux voir plus de Chelsea Green. À l'écran, bien sûr. Pas forcément de son corps. Mais ça ne me dérangerait pas. Même si c'est la meuf de Matt Cardona. Respect total Matt Cardona, là aussi, mec. Le mec, il s'est complètement réinventé en dehors des indies. Matt Cardona, c'est le genre de gars, si un jour il revient à la WWE, je pense pas qu'il veut le faire, mais si un jour il revient à la WWE, il le fera avec un contrat énorme et ça sera un truc à la Cody Rhodes. S'il gère bien le truc. Oh oui. Bel esprit, respect total, amigo. Comme un catcheur français qui, après WWE et Impact, a catché à travers toute la planète et prouve qu'il est un des plus grands noms de l'histoire du catch français. Main event, tag team match entre Rhodes et Owens qui a été mis en place par le segment d'ouverture et ATDU, A Town Down Under. Là aussi les amis, très bon match par équipe, bien dynamique, beaucoup d'action et surtout il y a des changements rapides. Un coup c'est là qui se fait défoncer avec l'autre, avec son partenaire et après on change la vapeur. Franchement le match était très bien construit et la grande question donc de ce match, parce qu'en fait j'ai mis un commentaire mais ça c'est pour la conclusion. La grande question de ce match, c'est est-ce qu'on va voir Owens vriller la semaine prochaine à SmackDown, juste avant le match à Berlin, contre Cody Rhodes. Parce que donc, en fait, classique, bien évidemment, Rhodes et Owens gagnent le match contre les heels de service qui jobbent tout le temps, mais qu'on sent que l'équipe va être cassée. Alors, je ne sais pas bientôt, mais ça arrive. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on va voir Owens attaquer Rhodes et péter un câble? Franchement, j'espère. J'espère parce que ça donnera à la feud quelque chose de beaucoup plus authentique. Le seul problème, c'est que le mec va vriller la veille du show. Et donc, comme je suis quasiment sûr que Rhodes va conserver son titre, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ça vaudrait le coup si la feud continue derrière. Si derrière, on a encore 2 ou 3 PLE où Owens affronte Rhodes et chaque fois avec des stipulations différentes. Là oui, ça vaudrait le coup. Ou alors Owens reste cool avec Rhodes. Il reste amis. À Berlin, Rhodes et Owens, le match a lieu et Rhodes conserve. Et la semaine suivante à SmackDown, Owens, genre dans un segment où on pense qu'il va féliciter Rhodes, le prend dans ses bras, et là, boum, l'attaque, et ça set up le rematch, et le rematch cette fois-ci personnel, non plus juste professionnel pour le PLE suivant, qui je ne sais pas lequel. À voir. Donc, comme je disais, en fait, le truc, c'est que c'était un show spécial ce SmackDown parce qu'avec 3 matchs par équipe, c'est tout le temps super dur d'avoir plusieurs matchs par équipe sur un show et de les garder fresh, de les garder différents, croyez-moi. Très souvent, c'était rare à NXT, c'était ultra rare, mais on avait fait, je pense, dans ma carrière là-bas, les 4 ans que j'ai fait là-bas, il y a eu 2 ou 3 fois où le thème du show, du live event en Floride, c'était, allez, ce soir, c'est que des matchs par équipe. Croyez-moi, c'est balèze. Ou genre, il y avait 4 matchs par équipe. Et après, tous les autres, c'était des matchs de championnat solo. Donc, il y avait le main event pour le titre NXT, un autre pour le titre NXT féminin. Et puis voilà, c'est tout. Et après, il y avait tous les autres matchs, c'était des matchs par équipe. Ça, c'était un exercice qu'on avait fait de temps en temps qui nous apprenait à bosser en équipe et surtout à regarder tous les autres matchs pour pas qu'il y ait les mêmes spots, pour pas qu'il y ait les mêmes actions dans le match, les mêmes constructions de match. Et franchement, c'est un exercice super, super dur. Et pour moi, dans un sens, alors, en gardant en tête le style WWE, que je commence vraiment à capter maintenant que je regarde les shows comme ça et que je mange quasiment 10 heures de catch par semaine, en plus de tout ce que je fais à côté dans ma carrière. Et je commence à le capter, notamment maintenant aussi que je regarde d'autres compagnies comme la AEW et je vois vraiment la différence. Le style de catch est différent. Le style de catch WWE est beaucoup plus cinématographique. Les temps sont beaucoup plus respectés, surtout quand je dis temps, c'est les temps morts, c'est-à-dire il fait une action, bam, et là il est debout, il se tient debout devant son adversaire, il bosse la caméra, il prend son temps, pendant ce temps-là, dans son dos, se lève l'autre babyface qui va arriver par derrière. Et ça, la WWE gère ça magnifiquement. On ne peut pas leur retirer. Maintenant, il est vrai que leur style de catch et notamment les constructions de match sont très basiques. Basique dans le sens que c'est du catch, entre guillemets, tout public. Alors oui, sur les PLE, ils se sortent les doigts, comme on dit. Mais sur un weekly comme SmackDown, maintenant, je vois vraiment la différence entre le catch WWE et un catch AEW, par exemple. Après, je n'ai pas regardé d'autres promotions pour l'instant. Mais ouais, là, j'ai vu
respect total pour avoir fait 3 matchs par équipe différents avec des vibes différentes. Mais quand on voit quand on voit n'importe quel des 3 matchs par équipe aujourd'hui qu'on a eu à SmackDown hier en direct de Washington DC, on prend n'importe quel match par équipe de ce show. Il y en a eu 3. Peu importe que ce soit 3 6 men, 6 women ou juste tag team match à 4, match de catch à 4. Peu importe, prenez lequel de ces matchs et comparez-le avec le main event de Collision, si je ne dis pas de bêtises, de la semaine dernière. Enfin bref, le 30 minutes time limit draw entre FTR et Acclaimed. Yo, j'allais dire, il n'y a pas photo. On sent tout vraiment qu'à AEW, c'est beaucoup plus axé sur le catch et qu'on leur laisse beaucoup plus de liberté dans leur style de catch, dans la structure des matchs et dans les prises qu'ils font, qu'à la WWE où le style reste très, très encadré et très, je ne vais pas dire linéaire, mais très, c'est la formule qu'on utilise à la WWE, on n'en sort pas. D'ailleurs, à ce sujet, alors j'en parlerai peut-être dans mes TLR Stories, mais il y a eu plusieurs... j'en avais parlé avec René Dupré dans l'interview que j'avais faite avec lui. Le truc à la WWE, si vous voulez sortir du schéma classique de match, c'est dur. C'est très très dur. Et encore plus si vous êtes un petit jeune catcheur du Performance Center, vous allez vous faire démonter. Vous risquez de vous faire démonter par les producteurs. C'est arrivé une fois à Marcus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il avait voulu sortir pour être créatif du schéma de match classique WWE, tel qu'il nous est enseigné, voire imposé à NXT, en tout cas à l'époque. Et il a bien pris cher, hein, oui, le pauvre. D'ailleurs, il est bien eu les nerfs. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le business. Donc ouais, au final, un SmackDown très spécial, mais j'ai quand même trouvé très léger au final. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de singles match et au final, très peu de catchers singles ont vraiment été mis en avant. Alors, c'est la solution de facilité, oui, de faire des matchs en équipe pour mettre plusieurs talents dans le même segment et de mettre tout le monde à la télé. Mais une partie de mon ressenti, c'est que ça reste de la paresse scénaristique. C'est genre, bon allez, on sait pas quoi faire, allez, on va faire des matchs par équipe. Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Dites-moi votre ressenti sur ce SmackDown. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous l'avez ressenti? Alors, vibe différente, mais il manquait quelque chose. Il manquait des épices. Dites-le moi. Alors oui, on a une semaine, une semaine de Bash in Berlin. Il y a encore un SmackDown avant ça. J'en profiterai pour faire mes pronostics, je pense, pour Bash in Berlin. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Parce que moi, j'aime bien, je vous redis, voir en tant que spectateur. Même si, je suis acteur dans un sens du business, mais là, pour tout ce qui est de ces shows télé, je suis quand même spectateur que j'analyse avec mon savoir, mais j'aime comparer quand même mon ressenti, alors avec des gens qui argumentent dans le respect et qui quand même montrent qu'ils ont eux aussi un système d'analyse. C'est pas juste ah ouais non j'ai pas trop aimé SmackDown point. Non là argumentons un peu s'il vous plaît parce que moi ça me permet aussi franchement certains d'entre vous je vous le dis tout de suite soit me mettre des idées dans la tête soit me disent ah ouais c'est super cet angle d'approche je l'avais pas vu comme ça et je vous le dis en général dans les commentaires. Donc voilà mes amis, c'était en attendant, je vous le dis sincèrement, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la vidéo comme ça et là, full circle, je reviens là-dessus. Je passe une semaine de ouf, 100% catch et ça ne me déplaît vraiment pas. Et je terminerai là-dessus. Après vous annoncer le commentaire de la semaine et le programme aussi du reste de la semaine parce que c'est pas fini même si on est quand même samedi. C'est pour moi très instructif et fascinant d'étudier autant le business. Et pour ça, donc, je vous remercie. Je vous remercie de rendre la chaîne, de faire de la chaîne ce qu'elle est en train de devenir, parce que franchement, ça continue à croître, le nombre de followers augmente, les commentaires également. Merci à vous pour ça. Oh oui, bel esprit, représente. Et donc, ouais, continuez aussi les commentaires, parce que comme je vous ai dit, j'ai plus que, je crois, 2 ou 3 questions que j'avais sélectionnées. Alors, si je n'ai pas répondu à votre question, reposez-la. Parce que je ne veux pas aller repiocher dans les anciens commentaires des questions que je n'avais pas fait de copie d'écran, comme celle que j'ai sous les yeux. Mais essayez de poser aussi des questions qui vont apporter quelque chose aux spectateurs. Pas juste, ça je l'ai rarement, mais je vous explique la vibe. Pas juste genre, ouais Tom, tu préfères qui? Ou alors, tu aurais fait quoi de différent dans ta carrière? Parce que ça, c'est trop général, je vais passer une demi-heure là-dessus. Posez des questions précises, s'il vous plaît, comme celle-là. Donc c'est Alex8620, je crois que j'avais déjà répondu à une de tes questions, ton pseudo me dit quelque chose. Salut Tom, alors il me dit, ça c'était sûrement sur une vidéo AEW qui me dit ça. Il me dit tu vas découvrir le tribalisme pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'il est illégal d'apprécier les deux compagnies, donc il faut défoncer l'autre compagnie malheureusement. Il y a 2 versions du show, à la TV, tu as la pub et le picture in picture, ok d'accord, ouais.
Ok, d'accord. Bon, en fait, il me détaille comment marche le format, notamment publicitaire ou pas, avec ou sans les pubs d'un show AEW. Voilà, c'est cool de te voir faire une review de l'AEW, surtout que le show de l'année arrive. Oui, c'est vrai. Et donc, ça me permettra de vous dire le reste du programme de la semaine. En attendant, sinon, la question du jour. Peux-tu nous parler du catering? Est-ce que tous les catcheurs mangent ensemble à la même heure ou pas? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a de l'alcool, etc. Merci Tom. Alors, bonne question, tu vois, c'est précis, donc ça permet d'en parler. Alors, oui, ce qui est bien, c'est aux enregistrements de télé, notamment WWE, AEW, je sais pas, j'ai jamais été. TNA aussi, c'était le cas. Bel esprit, les enregistrements télé Impact à Universal Studios, bel esprit, il y avait un bon catering. Alors, WWE, grosso modo, call time, c'est en général midi pour les catcheurs. Et ce qu'ils font, en général, dès qu'ils arrivent, ils vont manger direct. Parce que le catering est en marche de midi jusqu'à 21h quasiment. 21h. À 21h, ils commencent à tout plier. Et comme il reste pas mal de reste, ils font des box, des boîtes avec du riz, du poulet, des trucs comme ça dedans. Et les catcheurs viennent et ils embarquent pour manger à l'hôtel ou alors manger dans les vestiaires après le show, après leur combat, etc. En général, ce qui se passe, c'est donc à midi, tout le monde va manger. Donc, ça dépend de la taille du catering. Aux États-Unis, j'ai toujours vu des caterings gigantesques. La salle, tu pouvais faire rentrer tout le roster facile. Et les membres techniques, parce que les membres techniques, ils ont aussi leur catering à eux. Alors, des fois, ils les séparent des catcheurs, des fois, ils ne les pas. Maintenant, je vais vous citer par exemple Backlash à Lyon, qui était la même salle, la LDC Arena, LDLC, je crois, Arena à Lyon. Le catering était vraiment petit. La pièce, elle était vraiment petite. Donc en fait, il fallait que les catcheurs tournent déjà primo. Et surtout en tant qu'extra, t'allais pas aller manger au catering. T'as le droit d'y aller. T'as le droit d'y aller. Là-dessus, ils sont pas regardants. Ah non, remarque non que je dis pas de bêtises. Il y avait un catering spécial pour les catcheurs, pour les extras. Alors oui, c'est différent. En fait, on pouvait aller chercher à manger au catering normal, mais c'était mieux de rentrer le manger dans le vestiaire des extras parce que tu veux pas t'asseoir à une table et manger, prendre une place au catering. Au catering, c'est le buffet à volonté, la buffeteria, je sais pas comment on appelle ça en français, le coin bouffe. Tu veux pas être assis en train de manger en tant qu'extra si et que toutes les places sont prises et que tu as Paul Heyman qui arrive et qu'il n'y a pas de place pour lui. Ou alors dans ce cas-là, tu te lèves très rapidement et tu te dis allez-y monsieur, prenez ma place. Tu vois, c'est le genre de mentalité à avoir. Le genre de l'échelle de hiérarchie et de respect à avoir dans le business. Donc ouais, et à Impact Wrestling, c'était pareil, le catering était gigantesque, hein, donc il y avait la place pour tout le monde. Et c'est moi souvent ce que je faisais, je m'asseyais à côté de catcheurs connus comme Matt Hardy ou Jeff Hardy ou Al Snow, et pendant qu'on mangeait, je leur posais des questions sur le business et ça me permettait d'apprendre énormément. Voilà, donc ça c'est pour savoir s'ils mangent ensemble ou à la même heure. Donc en général, tu manges une fois à midi, tu vas préparer le show, tu vas voir ce que tu as à faire, et après tu remanges avant le show. Donc tu remanges vers 4 ou 5 heures d'après-midi. Donc ouais, tu fais 2, 3, voire ouais, 2 ou 3 repas. Parce que après, bien évidemment, tu peux toujours aller prendre à manger pour après quand tu rentres à l'hôtel ou que tu pars sur la route. Parce qu'aux États-Unis, bah, ils partent direct après Raw ou SmackDown pour soit faire un show le lendemain, soit rentrer à l'hôtel pour aller prendre l'avion le lendemain à l'aéroport. Et donc, ouais, donc t'embarques à bouffer avec toi. Mais en général, franchement, la bouffe, elle est super bonne. Hein. Waouh, tu te pètes le bide. Alors, à Lyon, là aussi, j'avais été, alors je vais pas dire déçu, mais c'était très limité en choix. Moi qui ai connu les catering WWE aux États-Unis, quand j'ai fait Raw ou SmackDown, soit en extra, soit pour filmer des trucs pour la télé française, le catering était ultra diversifié. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont leur contact là-bas sur place et leurs livreurs et leurs producteurs de bouffe qui leur livrent tout pour chaque show télé. Là à Lyon c'était limité. C'était, tu vois, moi par exemple qui suis végétarien, le choix était très limité. Hein. Je veux dire, je sais même plus si j'avais une possibilité, j'ai peut-être mangé peut-être que du riz et des légumes par exemple. Mais bon, c'est comme ça, hein, je veux dire, ça restait quand même une expérience de ouf. J'en parlerai dans une hashtag TLR Stories. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Je te dis, il y a de tout. Il y a franchement de tout. Et c'est ça que je disais aux États-Unis, il y a de tout. Il y a aussi bien de la bouffe clean que des gâteaux, des cheesecakes, des glaces. Waouh, c'est franchement tout ce que tu peux imaginer, ils l'auront. Alors, ils vont pas avoir toutes les sortes de viande à un seul tapings, mais en général, ils tournent. Par exemple, s'il y a un taping, il va y avoir du poulet, du poisson et des steaks. Et ben après, celui d'après, tu vas peut-être avoir poulet, agneau, steak toujours. Tu auras toujours des burgers, ça c'est clair. Tu vois, mais il y a toujours un petit truc spécial. Au lieu du poisson, ils vont mettre de l'agneau, ou alors ils vont mettre du lapin, ou des trucs comme ça. Bon, moi, je mange plus de petits animaux, je respecte toutes les formes de vie, donc c'est fini pour moi ça. Mais voilà, en général, c'est assez varié, tu trouves de tout. Enfin, est-ce qu'il y a des salades, du riz, des féculents, des pâtes, des nouilles, des fois, tu sais, ça dépend, c'est un peu le menu du jour, on va dire. Mais tu trouves de tout. Enfin, est-ce qu'il y a de l'alcool? Très bonne question. Je pense pas. À Lyon, il n'y en avait pas, ça c'est quasiment sûr. Aux États-Unis, alors j'ai presque envie de dire ça m'étonnerait sur le principe,
Ça m'étonnerait qu'ils mettent de l'alcool comme ça lors d'un enregistrement télé, parce que peut-être des gens qui ont des addictions dans le passé, ou ils veulent éviter que des mecs soient bourrés à la télé. Donc ça, sur le principe, ça me semble pas le cas, pas logique. Mais d'un autre côté, si un des gars important à la WWE a envie d'un verre d'alcool, il doit être capable de le prouver, tu vois. Je sais pas, comme un Triple H ou un Bruce Pritchard ou un Michael Hayes qui se dit j'ai besoin d'un petit shot ou d'une bière. Mais ouais, je suis presque tenté de te dire, parce que j'arrive pas à me souvenir si je me souviens avoir vu des bouteilles de Jack Daniels par exemple ou de la bière sur un catering à Raw ou SmackDown aux États-Unis. C'est une bonne question. Bah tu vois, là par exemple, je peux plus te répondre parce que je m'en souviens plus. Mais là, à 75%, j'ai envie de te dire non. Mais bon. Bref, en tous les cas, Alex, merci pour ta question. Oh oui, bel esprit. Les amis, reste du programme de la semaine. Review de collision. Et dans cette review, je ferai les pronostics pour All In. Et dimanche soir, et en plus, c'est en Angleterre, donc je vais peut-être le regarder en direct. Review de All In dans la foulée, qui sera online soit dimanche soir, soit lundi matin. Oh oui, les amis, une semaine catch de ouf, remplie de ouf. La semaine prochaine, oh oui, ça va être pareil. Ça va être pareil avec review de Raw, review de Dynamite, review de SmackDown, review de Collision sûrement, et review de Bash in Berlin. Alors, j'ai presque envie de dire, on va voir en fonction de la qualité de All In et la qualité de Dynamite. Est-ce que je vais faire la review de Collision la semaine prochaine? Je sais pas. Sachant que je veux également poster encore une autre vidéo de Guillaume Lepers, French Wrestling Beast et moi-même qui commente un show, le début d'un show. Je vais mettre, je pense, 3 quarts d'heure, je pense, de commentaires de ICWA Révolution 14 qui a eu lieu en mai dernier. Pourquoi je mets 3 quarts d'heure? Parce que le show fait 2h30 quasiment. Donc 3 quarts d'heure, franchement, ça vous donnera un gros aperçu là aussi de la vibe de commentaires qu'on a avec Guillaume Lepers. Oh oui, Tom Laruffa, catcher, entraîneur, commentateur, booker. Oh oui, le bel esprit. Merci les gars, merci les meufs. Likez, abonnez-vous, mettez la cloche, commentez, balancez les questions. Parce après, quand j'ai plus de questions, je ne ferai plus les questions à la fin des reviews. Ça va des reviews plus courtes, parce que là, je pense que je dois en être au moins encore une fois à 50 minutes. Oh oui, mais bel esprit pour la chaîne. Le bel esprit est toujours présent. Gardez-le. Oh oui, Tom Laruffa. Direction la Suisse ce soir. La Suisse. Mais pas ce soir. Dans moins de 4 heures maintenant. Je prends le bus de Lyon jusqu'à Genève. Et retour à Nice dimanche matin. Quelle semaine, mes amis. Oh oui, mais on continue.